Les jours importants de ma vie avec Julien coïncidaient toujours, étrangement, avec les rechutes de sa protégée, Chloé. Quand nous devions rencontrer nos familles, elle a soudainement développé une gastrite aiguë. Le jour où nous devions signer les papiers à la mairie, elle s'est évanouie, tombant au sol. Et la veille de notre mariage, elle a fait une crise d'anxiété sévère. Julien a unilatéralement reporté le mariage. Il m'a laissée seule pour l'emmener à l'étranger, pour qu'elle puisse se reposer. 4 mois plus tard, j'ai envoyé un message à mon groupe d'amis proches. Mon mariage est le mois prochain. Venez célébrer avec moi. Julien m'a réprimandé. Tu sais très bien qu'elle est émotionnellement instable. Pourquoi cherches-tu à la provoquer? Retire ce message. J'ai déjà dit que le mariage aurait lieu au printemps prochain. Il devait y avoir un malentendu. Je vais bien me marier. Mais le marié, ce n'est pas lui. À peine avais-je envoyé le message que Julien m'appelait. C'était la première fois qu'il m'appelait personnellement en 4 mois. Depuis ce jour où il avait annulé notre mariage pour emmener Chloé, sa petite sœur d'université, à l'autre bout du monde. Il parlait délibérément à voix basse, comme pour ne pas déranger quelqu'un. Amélie, tu sais très bien qu'elle est émotionnellement instable. Pourquoi tu t'obstines à la provoquer? Il a fait une pause, son ton devenant impatient. Et puis, retire ce message. Je ne suis pas d'accord pour un mariage le mois prochain. Je pouvais presque visualiser son froncement de sourcils, agacé à travers le téléphone. On n'en a pas déjà parlé sur WeChat? Le mariage aura lieu au printemps prochain. Sa voix avait toujours ce ton autoritaire, celui qui n'admet aucune réfutation. Avant, il n'était pas seulement mon fiancé, il était aussi mon patron. Il avait sans doute pris l'habitude de mon obéissance docile. Amélie, tu m'écoutes? Je me suis éclairci la gorge. Oh, je comptais le temps. Désolée, 2 minutes sont passées. Je ne peux plus retirer le message. Sa respiration est devenue lourde. Alors envoie un autre message. Dis-leur que c'était une blague. Je me suis exclamée, surprise. Monsieur Julien, de quoi parlez-vous? Il devait vraiment y avoir un malentendu. Je vais bien me marier. Mais le marié, ce n'est pas lui. Je le lui ai rappelé doucement. Monsieur Julien, vous avez oublié? Il y a 4 mois, nous avons rompu. Aujourd'hui, le seul lien qui nous unissait était professionnel. Je pouvais me passer de lui, mais je ne pouvais pas me passer de mon salaire. Dans quelques jours, après avoir reçu ma prime de projet, je démissionnerai immédiatement. Il n'a pas répondu. À travers le combiné, je l'ai entendu réconforter Chloé d'une voix distraite. Pourquoi es-tu déjà réveillée? C'est le téléphone qui t'a réveillée. Ne marche pas pieds nus. Le sol est froid. Mets tes chaussons. Sois sage. Julien n'a jamais été un homme doux ou méticuleux. Mais Chloé avait toujours le moyen de devenir son exception. Comme il y a 4 mois, la veille de notre mariage. J'étais en train d'essayer ma robe de mariée, remplie de joie, quand Julien a poussé la porte. Sa mâchoire était serrée, son regard sombre. Chloé ne veut pas que je me marie. Elle fait une crise d'anxiété. Son état n'est pas bon. Amélie, annulons le mariage pour l'instant. Mon cœur s'est glacé. Annuler le mariage et ensuite, clic, le bruit d'un briquet. Je pars à l'étranger avec elle pour un moment. Pour le mariage, on verra au printemps prochain. J'ai demandé, sans expression, ce que Chloé ressent pour toi, tu ne le vois vraiment pas? Il a froncé les sourcils, expirant un nuage de fumée. C'est juste ma petite sœur. Pendant ce voyage, je lui parlerai sérieusement. Après tout, c'est la fille de ma mère adoptive. Quand j'étais petit, ma mère était occupée. C'est ma mère adoptive qui s'est occupée de moi. Alors, j'espère que tu peux comprendre. Je ne pouvais pas comprendre. La colère m'a fait rire. Si même ton mariage doit être dicté par ses caprices, alors rompons. Il a ignoré le désespoir profond dans mes yeux. À travers la fumée, j'ai entendu sa voix indifférente prononcer une phrase. Amélie, le mariage doit être reporté. Je n'ai rien dit de plus. Devant lui, j'ai enlevé la robe de mariée que je portais, et j'ai pris une paire de ciseaux pour la lacérer. Il a écrasé sa cigarette, les mains dans les poches, me regardant en silence. Je pense que tu as besoin de te calmer. Depuis ce jour, pendant 4 mois, nous n'avons eu presque aucun contact personnel, à l'exception des échanges de travail nécessaires. J'étais sérieuse quand je parlais de rompre. Lui, il pensait que je faisais une crise de colère, que tout rentrerait dans l'ordre avec le temps.
Après avoir apaisé Chloé pendant quelques secondes, Julien est revenu nonchalamment à notre conversation. Tu disais quoi tout à l'heure? J'ai pris une profonde inspiration. Julien, nous avons rompu. Sa voix douce est revenue à l'autre bout du fil, mais elle ne m'était pas destinée. Chloé, il y a du vent. Ne reste pas près de la fenêtre. Le peu de patience qui me restait s'est évaporé. J'ai raccroché. Quand il a rappelé, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai jeté sur le canapé. Je ne m'attendais pas à ce qu'une heure plus tard, je vois une série de messages WeChat et 3 appels manqués. Ils provenaient tous d'un autre homme, également à l'étranger, dont le surnom était le pot de colle. Amélie, et si nous allions en Italie pour notre lune de miel? Pourquoi tu ne réponds pas? Je suis en colère. Tu ne réponds pas au téléphone non plus. C'est un peu exagéré. J'ai décidé de te faire la tête à partir d'aujourd'hui. Effectivement, pendant les 10 minutes qui ont suivi, plus aucun message. 10 minutes plus tard, le téléphone a recommencé à vibrer. Bon, d'accord, tu es probablement occupé. C'est normal de ne pas répondre. N'utilisons pas la guerre froide. Ce n'est pas ce qu'un homme devrait faire. Quand tu verras ce message, réponds-moi juste par un point. D'accord? En lisant cela, j'ai presque éclaté de rire. Qui pourrait le croire? De l'extérieur, les gens disent qu'il est froid et distant. Mais en privé, il a ce côté si enfantin. Le ressentiment que Julien venait de provoquer en moi s'est soudainement dissipé. J'ai d'abord envoyé un point. Puis j'ai répondu « D'accord, c'est toi qui organises. » Soudain, je me suis souvenu de quelque chose. Lorsque j'ai déménagé il y a 4 mois, j'ai oublié de prendre mon passeport. Mon passeport est toujours dans l'armoire, dans l'appartement de Julien. Je devais récupérer ce passeport. Mon mariage avec Lucas était dans moins d'1 mois. Notre lune de miel en Italie était réservée. Je ne pouvais pas laisser un simple document gâcher ce nouveau départ. J'espérais que Julien et Chloé étaient toujours à l'étranger. Je ne voulais pas le revoir. Pas encore. Surtout pas dans cet appartement qui avait été le nôtre. J'ai décidé d'y aller après le travail. Mon dernier jour de travail approchait. J'ai passé la matinée à boucler mes dossiers. L'ambiance au bureau était étrange. Mes collègues savaient que mon mariage avec Julien avait été annulé à la dernière minute. Ils me lançaient des regards curieux, pleins de pitié ou de commérage. Je les ignorais, je me concentrais sur l'écran. À midi, j'ai reçu la notification de virement. Ma prime de projet. Une somme considérable, le fruit de 2 ans de travail acharné. 5 minutes plus tard, j'ai envoyé ma lettre de démission au service des ressources humaines avec copie à Julien. Mon préavis était technique. J'avais accumulé suffisamment de congés pour que ce jour soit le dernier. Je me sentais légère, libre. J'ai quitté le bureau sans un regard en arrière. L'appartement de Julien était dans le 16e arrondissement. Un bel immeuble haussmannien. J'avais toujours la clé. Il n'avait jamais demandé à la récupérer. Probablement un oubli de sa part. Ou peut-être, pensait-il, dans son arrogance, que je reviendrais supplier. J'ai inséré la clé dans la serrure. Le clic métallique a résonné dans le couloir silencieux. L'appartement était vide, silencieux. L'air était stagnant. Il sentait la poussière et un parfum floral lourd, celui que Chloé portait. Elle avait donc vécu ici. Mon estomac s'est noué. Je me suis dirigée directement vers la chambre principale. Notre chambre. Tout était impeccable, rangé, trop rangé. Julien était ordonné, mais c'était un ordre froid, impersonnel, comme une chambre d'hôtel. J'ai ouvert l'immense armoire en noyer. Mes vêtements avaient disparu. J'avais tout emporté il y a 4 mois. Mais ses affaires étaient là, ses costumes gris, ses chemises blanches parfaitement repassées. Dans le coin inférieur, il y avait un petit coffre-fort que nous utilisions pour nos documents importants. Je connaissais la combinaison, notre ancienne date d'anniversaire. Avait-il pensé à la changer? J'ai composé les chiffres. 1005. Le coffre s'est ouvert avec un bip discret. Il ne l'avait pas changé. Mon passeport était là, juste au-dessus d'une pile de papier. Je l'ai saisi. Le papier cartonné bleu marine était frais sous mes doigts. En le retirant, j'ai accidentellement accroché la pile en dessous. Plusieurs dossiers ont glissé et sont tombés sur la moquette épaisse. Mince, ai-je murmuré. Je me suis agenouillée pour les ramasser. Des contrats, des relevés bancaires et un dossier médical. Je ne suis pas curieuse de nature. Mais le nom sur le dossier a attiré mon attention.
Ce n'était pas celui de Julien, ni celui de Chloé, c'était le nom de la mère de Chloé, la mère adoptive de Julien, celle à qui il disait tout devoir. Je savais que je ne devais pas, mais mes mains ont ouvert le dossier avant même que ma conscience ne proteste. Je m'attendais à des maladies physiques. Ce que j'ai lu était bien pire. Diagnostic, trouble de la personnalité histrionique. Dépression majeure avec épisode psychotique. Syndrome de Munchausen par procuration. Je ne comprenais pas tous les termes, mais les notes du médecin étaient claires. La mère de Chloé avait passé sa vie à simuler des maladies, d'abord pour elle-même, puis pour sa fille. Elle avait rendu Chloé malade pour attirer l'attention et la pitié. Mon sang s'est glacé. Les notes décrivaient comment elle avait manipulé le jeune Julien après la mort de ses propres parents, le liant à elle par un sentiment de dette et de culpabilité. Elle l'avait élevé pour qu'il soit son sauveur. Et Chloé avait été élevée pour être son outil. Une phrase du thérapeute a sauté à mes yeux. La patiente, Chloé, a parfaitement intégré les schémas de manipulation de sa mère. Elle utilise sa propre fragilité comme une arme pour contrôler son entourage, en particulier Julien, qu'elle perçoit comme une figure protectrice à posséder. Fragilité émotionnelle, crise d'anxiété, ce n'était pas une maladie. C'était une stratégie que Julien, aveuglé par sa loyauté envers sa mère adoptive, était incapable de voir. J'ai reposé le dossier, les mains tremblantes. Je devais partir, immédiatement. J'ai tout remis en place, j'ai fermé le coffre-fort. J'ai serré mon passeport dans ma main. Alors que je me tournais vers la porte, je l'ai entendu. La clé dans la serrure, la porte d'entrée qui s'ouvrait. Mon cœur a cessé de battre. J'ai entendu des pas légers dans le couloir. Ce n'était pas Julien. La porte de la chambre s'est ouverte doucement. Ce n'était pas Julien, c'était Chloé. Elle me regardait, debout sur le seuil. Elle ne semblait ni surprise, ni malade. Elle portait un simple jean et un t-shirt. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné. Elle tenait un sac de course à la main. Un sourire lent s'est dessiné sur ses lèvres. « Bonjour, Amélie, tu viens récupérer tes affaires ?» Sa voix était calme, presque amusée. Ce n'était pas la voix faible et tremblante que j'entendais au téléphone avec Julien. « J'ai oublié mon passeport. » ai-je bégayé en le serrant plus fort. « Le passeport ? Ah oui, pour ton voyage ?» Elle est entrée dans la pièce, posant son sac sur un fauteuil. Elle se déplaçait avec une aisance féline. Julien est tellement tête en l'air. Il aurait dû te le renvoyer. Elle m'observait. Ses yeux étaient vifs, intelligents et froids. Tu as vraiment cru à cette histoire de mariage le mois prochain? Tu essayais de le rendre jaloux? J'ai redressé les épaules. Ce n'est pas une blague, Chloé. Je me marie. Elle a ri. Un rire léger, presque musical. Oh, Amélie, tu es si prévisible. Tu crois vraiment qu'il va te laisser partir comme ça? Tu crois que tu peux simplement le remplacer? Julien et moi, c'est fini. Ça l'était il y a 4 mois. Rien n'est jamais fini avec Julien, a-t-elle dit, s'approchant de moi. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu es une pièce sur son échiquier. Mais moi... Elle a touché la photo encadrée de Julien et de sa mère adoptive sur la commode. Moi, je suis la reine. Ma mère s'est assurée de cela. Ta mère était malade, ai-je lâché, incapable de me retenir. Le sourire de Chloé s'est figé. Son regard est devenu tranchant. Ne parle pas de ma mère. Elle vous a manipulé, toi et lui. Elle m'a protégée, a-t-elle sifflé. Elle m'a appris comment le monde fonctionne. Les hommes comme Julien n'aiment pas la force. Ils aiment la faiblesse. Ils ont besoin de sauver quelqu'un. Et c'est moi qu'il sauvera. Toujours. Elle a fait un pas de plus. Il t'a peut-être désiré, Amélie, mais il a besoin de moi. La dette qu'il a envers ma mère, il me la paiera à moi, pour le reste de sa vie. Il ne te doit rien, vous lui avez menti. Et alors, dit-elle avec un haussement d'épaule, la vérité, c'est ce qu'il choisit de croire. Et il choisira toujours de croire que je suis fragile, que je mourrai sans lui. Au même moment, la porte d'entrée s'est ouverte à nouveau. Cette fois, c'étaient des pas lourds. Décidé, Julien. Il est apparu dans l'encadrement de la porte. Il portait encore son manteau de voyage. Il devait venir directement de l'aéroport. Il a vu Chloé. Puis il m'a vu. Son regard s'est durci. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant que je puisse répondre, Chloé a changé. C'était instantané, comme un interrupteur.
Ses épaules se sont affaissées, son visage s'est décomposé. Des larmes ont jailli de ses yeux. Elle a commencé à trembler, portant une main à sa bouche. « Julien !» Sa voix s'est brisée en un sanglot. Je suis rentrée et elle était là. Elle fouillait dans tes affaires. Elle a pointé une main tremblante vers le coffre-fort que j'avais refermé, mais pas verrouillé. Elle regardait les papiers de ma mère. Elle disait des choses horribles sur elle. Julien n'a pas regardé Chloé. Il m'a fixé. Son regard était glacial. « Tu as fouillé mes affaires ? Julien, ce n'est pas ce que... J'ai juste pris mon passeport. Les dossiers sont tombés. Amélie, » sa voix était basse, menaçante. « Je t'ai posé une question. » Chloé s'est précipitée vers lui, s'accrochant à son bras, sanglotant bruyamment contre sa poitrine. « Elle me fait peur, Julien. Fais-la partir. Elle est méchante. Elle a dit que maman était folle. » Julien a passé un bras protecteur autour des épaules de Chloé, la serrant contre lui. Il m'a regardé, par-dessus la tête de Chloé, et dans ses yeux, je n'ai vu que du dégoût. « Rends-moi la clé, et sors. Rends-moi la clé, et sors. » Les mots de Julien flottaient dans l'air glacial de la chambre. Chloé, toujours blottie contre lui, me regardait par-dessus son épaule. Ses yeux, encore humides de larmes de crocodile, brillaient d'un triomphe non dissimulé. Elle avait gagné, cette manche, et probablement la guerre. J'ai regardé Julien, l'homme que j'avais aimé pendant 5 ans, l'homme pour qui j'avais cru être la partenaire de vie. Dans son regard, il n'y avait plus rien pour moi, seulement de la glace, de la déception. Il croyait que j'avais attaqué une enfant sans défense. Il croyait que j'étais venue fouiller par jalousie. La vérité n'avait aucune importance. Comme Chloé l'avait dit, la vérité, c'est ce qu'il choisit de croire. Et il avait choisi Chloé. Il l'avait choisie il y a 4 mois, et il venait de la choisir à nouveau. Mon humiliation s'est transformée en une rage froide. Pas contre lui, contre moi-même, pour avoir été si aveugle, pour avoir attendu si longtemps. J'ai fouillé dans mon sac. Mes doigts ont trouvé le trousseau de clés. J'ai détaché la clé de l'appartement. Celle avec le petit porte-clés en forme de tour Eiffel, que nous avions acheté lors de notre premier voyage ensemble. Je me suis avancée vers eux. Chloé a eu un faux mouvement de recul, comme si j'allais la frapper. Julien l'a serrée plus fort. Je me suis arrêtée à une distance respectueuse. J'ai tendu la main, paume ouverte, la clé posée dessus. Je n'ai pas fouillé tes affaires, Julien. Mais tu as raison. Je vais sortir. Il m'a regardé, surpris par mon calme. Il s'attendait peut-être à des cris, des larmes, des explications. Il s'attendait à l'ancienne Amélie, celle qui aurait tout fait pour regagner son approbation. Mais cette Amélie était morte. Il l'avait tuée la veille de leur mariage. Il a pris la clé de ma main. Ses doigts ont effleuré ma paume. Froid. Amélie, a-t-il commencé, son ton s'adoucissant légèrement, comme s'il allait me donner une leçon. Tu ne peux pas... Ne le fais pas, l'ai-je coupé. Ma voix était basse mais ferme. Ne dis plus rien. Tu as fait ton choix. J'ai serré le passeport dans l'autre main. J'ai récupéré ce qui m'appartenait. C'est tout ce qui comptait. J'ai regardé Chloé. Félicitations pour ta guérison miraculeuse, ai-je dit doucement. Son visage a tressailli. Julien a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire ? A-t-il demandé. Rien. Profitez bien de votre vie, de votre dette. Je me suis retournée et j'ai quitté la chambre. J'ai traversé le salon, mes pas résonnant sur le parquet. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée. Je l'ai refermée derrière moi sans un regard en arrière. Le clac de la porte a été le son le plus libérateur que j'ai jamais entendu. Dans l'ascenseur en laiton, mon reflet m'a regardé. J'étais pâle, mes mains tremblaient, mais mes yeux étaient secs. Une fois dans la rue, l'air frais de Paris m'a frappé. Je me suis appuyée contre un mur de pierre, prenant une grande inspiration. Le poids de ces 5 années venait de s'effondrer. C'était fini, vraiment, irrévocablement fini. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je m'attendais à voir le nom de Julien. Peut-être un message de colère ou de confusion. Mais c'était le pot de colle. Lucas, j'ai décroché. Ma voix était encore tremblante. Allô ? Amélie, ça va ? Tu as une voix étrange. Sa voix, chaude, directe, inquiète. Le contraste avec la scène que je venais de quitter était si violent que mes genoux ont failli céder. Lucas, ai-je dit, et ma voix s'est brisée. Où es-tu ? J'arrive, a-t-il dit immédiatement.
Pas de questions, pas d'hésitation. Non, non, je suis juste sortie du bureau. C'était une longue journée. Tu es sûre? Oui, j'avais juste besoin d'entendre ta voix. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis il a dit, plus doucement, alors écoute-moi. Je suis en train de regarder des photos de la côte amalfitaine. Je pense que nous devrions louer cette petite villa près de Positano, celle avec les citronniers. Qu'en penses-tu? Je me suis redressée. J'ai regardé le flux de voitures sur le boulevard. D'un côté, un appartement sombre, rempli de mensonges et de dettes émotionnelles. De l'autre, une villa en Italie avec des citronniers. J'ai souri. Un vrai sourire. J'en pense que c'est parfait, ai-je dit. Et Lucas? Oui? Tu peux être aussi pot de colle que tu veux ce soir. J'en ai besoin. Il a ri, un rire chaleureux qui a chassé les derniers fantômes de Julien. Considère que c'est fait. J'ai aussi trouvé un cours de cuisine pour apprendre à faire des pâtes. Tu ne vas pas t'ennuyer avec moi. Je n'ai jamais cru que je m'ennuierais, Lucas. Je t'appelle en vidéo ce soir. Rentre bien. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché. J'ai levé la main qui tenait le passeport. C'était mon billet de sortie. Ma déclaration d'indépendance. Julien pensait que j'avais provoqué Chloé avec un faux mariage. Il allait bientôt découvrir à quel point il avait tort. Le printemps prochain. C'est ce qu'il avait dit. J'espérais qu'il ne s'attendait pas à ce que je l'attende. J'ai marché vers la station de métro, me mêlant à la foule. Pour la première fois en 4 mois, je ne regardais plus en arrière. Je regardais devant moi. Les 3 semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Mais c'était un beau tourbillon. J'ai emménagé chez Lucas le soir même de ma confrontation avec Julien. Je n'avais pas grand-chose, juste 2 valises, mon passeport et l'argent de ma prime. L'appartement de Lucas était différent de celui de Julien. Il n'était pas dans le 16e, mais près du canal Saint-Martin. C'était un atelier d'artistes réaménagé, avec d'immenses fenêtres rouges, des murs de briques apparentes couverts de livres et un désordre chaleureux. Des croquis de ses projets d'architecture étaient épinglés partout. Lucas était architecte. Nous nous étions rencontrés il y a 6 mois lors d'un vernissage. J'étais encore avec Julien. Lucas m'avait simplement parlé de son amour pour les bâtiments anciens. J'avais trouvé la conversation rafraîchissante. Quand j'ai quitté Julien, il y a 4 mois, seul et brisé, je l'ai recroisé par hasard dans un café. Il m'a vu pleurer dans mon carnet. Il s'est assis. Il m'a offert un mouchoir. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste raconté une blague idiote sur un architecte et un canard. J'avais ri. C'était la première fois que je riais depuis des semaines. Notre relation s'était construite lentement, puis très vite. Il connaissait mon histoire. Il savait pour Julien, pour le mariage annulé. C'est un idiot, avait-il simplement dit, mais un idiot chanceux. Il t'a laissé t'échapper pour que je puisse te trouver. Lucas était l'antithèse de Julien. Là où Julien était contrôle, Lucas était spontanéité. Là où Julien était silencieux et distant, Lucas était expressif, tactile, et oui, un pot de colle. Il me prenait dans ses bras quand je cuisinais. Il laissait des post-it avec des dessins ridicules sur le miroir de la salle de bain. Il m'appelait mon Amélie des Bois à cause de mon ancien nom de famille, Duquat, qui signifiait orange. Non, c'était mandarine. Il s'obstinait à dire orange. Tu es sûr que tu veux faire ça si vite? M'avait-il demandé 1 semaine après notre rencontre au café, alors que nous marchions le long de la Seine. Faire quoi? Tomber amoureux de moi. J'avais rougi. Qui a dit que je tombais amoureuse de toi? Tes yeux, ils ne mentent pas, c'est juste pour te prévenir. Je tombe amoureux de toi aussi. Et quand je tombe fort. Je suis un peu maladroit. 2 mois plus tard, il m'a demandé en mariage, avec une bague en papier qu'il avait pliée sur place dans un restaurant italien. Je t'achèterai une vraie, avait-il promis. Je préfère celle-ci, avais-je dit. Aujourd'hui, il me regardait essayer ma robe de mariée. Ce n'était pas la robe de princesse extravagante que j'avais choisie pour Julien, celle que j'avais lacérée. C'était une robe simple, en crêpe de soie, couleur ivoire. Élégante, moderne. Elle me ressemblait. Waouh, a-t-il soufflé, les yeux brillants. Tu es... Waouh, l'Italie ne s'en remettra pas. Le mariage aurait lieu à la mairie du 10e arrondissement. Juste nous, nos témoins, et quelques amis proches. Puis la lune de miel à Positano. Tu n'as pas peur?
ai-je demandé, me regardant dans le miroir. Peur de quoi? De t'épouser? J'ai plus peur que tu réalises que je ronfle comme un ours asthmatique. J'ai ri. Non, peur que ce soit trop rapide, que je sois abîmée. Il s'est approché. Il a posé ses mains sur mes épaules. Nos regards se sont croisés dans le miroir. Amélie, tu n'es pas abîmée. Tu es expérimentée. Tu t'es juste trompée de partenaire de danse. Maintenant, c'est mon tour. Et je promets de ne pas t'écraser les pieds. Sauf si je trébuche, ce qui est probable. Je me suis retournée et je l'ai embrassé. La sonnerie de mon téléphone a interrompu le moment. Je l'ai regardé. Le groupe d'amis. Je l'avais presque oublié. Après l'échange tendu avec Julien, j'avais mis le groupe en sourdine. J'ai ouvert la conversation. C'était le chaos. Sophie, mon amie la plus proche, avait écrit « Amélie, c'est génial !» Julien a enfin fixé une date. Le printemps est arrivé tôt cette année. Un autre ami, Marc. « Attendez, je suis confus. J'ai vu Julien à l'aéroport il y a 2 jours avec Chloé. Ça avait l'air tendu. » Sophie. « Amélie, tu es là? Dis-nous. » J'ai pris une profonde inspiration. Lucas m'observait, son sourire disparu, remplacé par une expression de soutien. J'ai tapé. « Salut tout le monde. Désolé pour la confusion. Julien et moi avons rompu il y a 4 mois. Le mariage que j'ai annoncé, c'est avec quelqu'un d'autre. » J'ai joint une photo que Lucas avait prise de moi ce matin-là. J'étais en pyjama, les cheveux en bataille, riant aux éclats, alors qu'il essayait de faire des crêpes, et en avait collé une au plafond. J'ai ajouté « Le marié s'appelle Lucas, et je suis très heureuse. J'espère que vous serez là. » La réponse a été instantanée. Des points de suspension. Des quoi? Sophie, appelle-moi, maintenant. J'ai ri et j'ai rangé mon téléphone. Je vais devoir gérer ça. Prends ton temps, a dit Lucas. Je vais essayer de décoller cette crêpe avant qu'elle ne devienne un fossile. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, Julien lisait les mêmes messages. Il était dans son bureau. Sa démission était sur son écran. Date d'effet, immédiate. Il avait cru que c'était un bluff. Une autre tactique pour attirer son attention après la scène de l'appartement. Il avait été furieux ce jour-là. Furieux qu'Amélie ait osé fouiller. Furieux qu'elle ait fait pleurer Chloé. Chloé qui avait été si vulnérable. Elle avait eu des cauchemars toute la nuit, se blottissant contre lui, murmurant que la méchante dame revenait. Il avait passé les 3 dernières semaines à la rassurer, à la stabiliser. Il avait même engagé une infirmière à domicile pour la surveiller pendant qu'il était au bureau. Et maintenant, ça. Le marié s'appelle Lucas. Et cette photo, ce n'était pas l'Amélie qu'il connaissait. L'Amélie qu'il connaissait était sérieuse, réservée, un peu anxieuse. Celle sur la photo était radieuse, libre. Une vague de possessivité, si intense qu'elle lui a coupé le souffle, l'a submergée. C'était un jeu. Ça devait être un jeu. Elle ne pouvait pas avoir tourné la page. Pas si vite, pas après lui. Il a attrapé son téléphone. Il a composé son numéro. La ligne a sonné 1 fois, 2 fois, puis elle est allée directement à la messagerie. Elle l'avait bloqué. Bloqué. Lui, Julien, il a regardé le nom Lucas. Qui était-ce? Il a ouvert son ordinateur portable. Il a commencé à chercher. Il ne savait pas par où commencer. Julien? Chloé était sur le seuil de son bureau. Elle portait un peignoir de soie pâle. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. L'infirmière la suivait, l'air embarrassé. « Chloé, je t'ai dit de te reposer. »« Je n'y arrive pas, » a-t-elle dit d'une petite voix. « J'ai vu les messages, dans le groupe. » Elle est entrée, ses yeux se remplissant de larmes. « Elle le fait pour te blesser, Julien. Tu le vois, n'est-ce pas ?» Julien a fixé la photo d'Amélie, riant aux éclats. « Elle n'a jamais ri comme ça avec moi, » a-t-il murmuré, sans s'en rendre compte. La remarque n'a pas échappé à Chloé. Une lueur froide a traversé son regard, larmoyant, avant de disparaître. Elle s'est approchée, posant une main fraîche sur son bras contracté. « Chérie, bien sûr que non. Tu étais son patron. Elle te respectait. Elle te craignait peut-être un peu. Ce Lucas, c'est probablement juste une aventure. Quelqu'un d'inférieur. Elle essaie de te prouver quelque chose. »« Inférieur ?» a répété Julien. « Tu sais, elle est peut-être juste en colère. Elle se rabat sur le premier venu pour te rendre jaloux. C'est pathétique. Et c'est un peu cruel, non?
de jouer avec les sentiments de cet homme. Elle a pris le téléphone de Julien. Regarde, elle t'a même bloqué. C'est tellement immature. C'est une crise de colère. Julien a repris son téléphone. Il n'aimait pas le mot pathétique. Il n'aimait pas l'idée qu'Amélie soit avec quelqu'un d'inférieur. Mais il n'aimait pas non plus l'idée qu'elle soit heureuse sans lui. Elle a démissionné, a-t-il dit sèchement. Quoi ? Chloé n'avait pas anticipé cela. Mais elle ne peut pas. Son projet, elle a pris sa prime et elle est partie. Préavis effectué avec ses congés. Le masque de Chloé s'est fissuré. Si Amélie quittait l'entreprise, Julien perdait son dernier lien de contrôle sur elle. « Oh, Julien !» a-t-elle dit, sa voix montant d'un cran. « C'est terrible. Elle t'abandonne. Après tout ce que tu as fait pour elle. Elle est instable. Je me sens mal. J'ai l'impression que c'est de ma faute. » Elle a commencé à respirer rapidement. Si je n'avais pas été malade, si je n'avais pas eu besoin de toi, elle serait encore là. Chloé, arrête, a dit Julien, agacé. Ce n'est pas de ta faute. Mais si, elle pleurait maintenant, de vraies larmes de panique. Elle te déteste à cause de moi. Et maintenant, elle se détruit pour se venger de toi. Elle épouse un inconnu. Julien, tu dois l'arrêter. L'idée a fait son chemin dans l'esprit de Julien. L'arrêter, oui. Elle n'était pas heureuse, elle était instable. Elle se détruisait. Il n'était pas jaloux. Il était inquiet. Il devait la sauver d'elle-même. Je vais trouver qui est cet homme, a-t-il dit d'une voix dure. Il a ouvert un nouvel onglet. Il connaissait le nom de sa meilleure amie, Sophie. Il allait commencer par là. Il trouverait l'adresse de ce Lucas. De mon côté, j'avais fini d'appeler Sophie. Elle avait crié. Elle avait posé 1 million de questions. Un architecte, mignon, et il cuisine, et il n'a pas de petite sœur sociopathe. Amélie, tu as tiré le gros lot. Je riais, soulagée. Tu viendras alors ? Évidemment. Je serai ton témoin. Je dois voir cet homme miracle de mes propres yeux. J'ai raccroché, le cœur léger. J'ai rejoint Lucas dans la cuisine. La crêpe était toujours au plafond. J'ai décidé de la laisser, a-t-il dit. C'est de l'art moderne. Ça symbolise la lutte de l'homme contre la gravité et le gluten. Je l'ai regardé et une vague d'amour si pure m'a submergée que j'ai presque chancelé. « Quoi ?» a-t-il demandé en essuyant la farine sur son nez. « Rien, ai-je dit, en l'aidant à nettoyer. Je pensais juste que l'Italie allait être merveilleuse. Je ne savais pas que, pendant que je nettoyais de la pâte à crêpes, mon ex-fiancé était en train de fouiller les réseaux sociaux de mes amis. Il cherchait mon adresse. Il cherchait Lucas. Il ne venait pas pour me féliciter. Il venait pour me sauver. 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu à Julien pour nous trouver. 3 jours pendant lesquels j'ai vécu dans une bulle de bonheur domestique. Nous avons finalisé les plans pour la mairie, commandé les alliances, des anneaux de platine simples, sans fioritures, et j'ai eu un entretien téléphonique fructueux pour un nouveau poste de chef de projet dans une agence de design concurrente. Tout semblait se mettre en place. Le jeudi soir, Lucas préparait le dîner. Il avait décidé de s'attaquer à un bœuf bourguignon, une recette de sa grand-mère. L'appartement embaumait le vin rouge et le thym. J'étais assise sur le plan de travail de la cuisine, un verre de vin à la main, riant alors qu'il essayait de lire la recette tout en dansant sur une vieille chanson de Charles Aznavour. « Tu vois, dit-il en remuant la cocotte en fonte, le secret, c'est la patience, et une quantité déraisonnable de beurre. Je prends note, chef. Absolument. Tu es sur le point d'épouser un homme aux talents multiples. Architecte le jour, danseur médiocre et apprenti cuisinier la nuit. » J'allais répondre quand la sonnette de l'interphone a retenti. Un son strident qui a déchiré notre bulle. Lucas a froncé les sourcils. « Tu attends quelqu'un ? » ?»« Non, peut-être Sophie. Elle devait déposer des échantillons de tissu. » Je me suis levée et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone vidéo. L'écran s'est allumé, affichant le hall d'entrée en noir et blanc granuleux. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas Sophie, c'était Julien. Il n'était pas seul. À ses côtés se tenait Chloé, l'air fragile et inquiète, s'accrochant à son bras comme à une bouée de sauvetage. Julien fixait l'objectif de la caméra avec une intensité glaciale. Il savait que je le regardais. Il a appuyé à nouveau. Le son a semblé assourdissant. Amélie,
Chérie, qui est-ce que c'est? La voix de Lucas s'était faite plus sérieuse derrière moi. Je n'arrivais pas à bouger. Mon sang s'était transformé en glace. C'est Julien. Le silence dans la cuisine est devenu lourd. La musique d'Aznavour s'est arrêtée. N'ouvre pas, a dit Lucas calmement. Il sait que je suis là. Amélie, tu n'es pas obligée de lui parler. L'interphone a sonné une 3e fois, de manière plus insistante. Il ne partira pas, ai-je murmuré, la panique montant dans ma gorge. Je connaissais son entêtement. Il était capable de rester là toute la nuit, de sonner chez les voisins. D'accord, a dit Lucas. Il a posé sa cuillère en bois. Il a essuyé ses mains sur son tablier. Il a pris ma main. Elle était glacée. Ouvre la porte du bas. Nous allons gérer ça, ensemble. Mais, Lucas, non, c'est chez nous. Il n'a pas le droit de t'intimider. Sa main était chaude et stable. J'ai pris une inspiration tremblante et j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture. Restons calmes, a-t-il dit. Quoi qu'il dise, ne le laisse pas t'atteindre. C'est juste du bruit. Nous avons attendu. Nous avons entendu le ding de l'ascenseur, puis le bruit de ses pas dans le couloir. Des pas chers, des pas autoritaires. On a frappé à la porte. Pas timidement. 3 coups secs, impérieux. Lucas m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il est allé ouvrir la porte. Je suis restée en retrait, près de l'îlot de cuisine. Lucas a ouvert la porte en grand. Il ne s'est pas caché derrière. Il s'est campé sur le seuil, barrant le passage. Il portait toujours son tablier ridicule, maculé de sauce au vin. Julien était là, impeccable dans un costume sombre, même à 7 heures du soir, ses cheveux étaient parfaits. Il dégageait une aura de pouvoir et de froide colère. Chloé se cachait à moitié derrière lui, me jetant des regards effrayés. L'odeur du bœuf bourguignon s'est mêlée au parfum cher de l'eau de Cologne de Julien. Le mélange était écœurant. « Bonsoir, a dit Lucas, d'une voix polie mais ferme. Je peux vous aider ?» Julien l'a toisé. Il a regardé le tablier, le désordre artistique de l'appartement derrière lui, puis moi. « Amélie, a-t-il dit, ignorant complètement Lucas. Sa voix était celle qu'il utilisait en réunion de conseil d'administration, celle qui ne tolérait aucune contradiction. « Tu as 5 minutes. Prends tes affaires, on s'en va. » J'ai été tellement stupéfaite par son arrogance que je n'ai pas pu répondre. Lucas a ri, un petit rire sec. « Je crois qu'il y a erreur, a dit Lucas. Vous devez être Julien. Je suis Lucas. Amélie vit ici, avec moi. Elle n'a aucune affaire à prendre. » Le regard de Julien s'est enfin posé sur Lucas. Un regard si froid qu'il aurait dû le glacer sur place. « Je ne parlais pas à vous. Poussez-vous. » Il a fait un pas en avant, s'attendant à ce que Lucas s'écarte. Lucas n'a pas bougé d'1 centimètre. Il était légèrement plus grand que Julien et bien plus bâti. L'architecte qui passait ses week-ends à faire de l'escalade contre le PDG, qui passait les siens devant des écrans. « Non, a dit Lucas simplement. « Non ?» Julien a répété le mot comme s'il ne l'avait jamais entendu. « Non, vous n'êtes pas invité et vous n'êtes clairement pas le bienvenu. Je vous demande de partir. » Julien, Chloé a tiré sur sa manche. « Peut-être qu'on devrait... C'est petit ici. Ça sent la nourriture. » Julien a posé sa main sur celle de Chloé pour la rassurer, mais ses yeux n'ont pas quitté Lucas. « C'est donc vous, l'architecte, » a dit Julien, le mot sonnant comme une insulte. « Je vois. C'est donc ça ta crise de rébellion, Amélie? Tu te caches dans un taudis avec le premier venu? Ce taudis est mon atelier, » a dit Lucas, toujours calme. « Et cette rébellion s'appelle être heureux. Vous devriez essayer. » La mâchoire de Julien s'est contractée. « Écoutez-moi bien, » a dit Julien en baissant la voix. « Je ne sais pas quel jeu vous jouez. Je ne sais pas combien elle vous paie, ou ce que vous croyez obtenir. Je n'obtiens rien, » a dit Lucas. « J'aime. C'est différent. Vous ne devez pas connaître. »« Julien, il est méchant, » a pleuré Chloé. « Partons. Tais-toi, Chloé, » a sifflé Julien, puis il m'a regardé. « Amélie, j'ai été patient. J'ai supporté tes caprices. L'annulation, la démission, ce cirque, c'est fini. Tu as fait pleurer Chloé. Tu m'as humiliée. Maintenant, tu rentres. Je suis chez moi, Julien. » Ai-je enfin réussi à dire. Ma voix tremblait, mais j'ai tenu bon. « C'est ça chez toi, vraiment ?» Il a ri amèrement. « Ne sois pas ridicule. Tu es instable. Tu as besoin d'aide. Tu ne sais pas ce que tu fais. »« Je sais exactement ce que je fais, » ai-je dit, m'avançant pour me tenir à côté de Lucas.
J'ai pris la main de Lucas. Je vais me marier, samedi, avec cet homme, et je te demande de quitter ma maison. Le mot maison a semblé le frapper physiquement. Il a regardé nos mains jointes. Tu ne peux pas, a-t-il dit. Tu ne peux pas m'épouser. C'est impossible. Non, ai-je dit. Je ne peux pas t'épouser, toi. C'est vrai. C'est pour ça que je ne le fais pas. C'est une vengeance, a-t-il insisté. C'est pour me punir à cause de Chloé. Je t'ai dit que j'allais m'occuper d'elle. Le mariage était juste reporté. Ce n'était pas reporté, l'ai-je coupé. Il a été annulé, par toi, et notre relation a été terminée, par moi. Accepte-le. Julien a semblé sur le point d'exploser. Il a levé la main, comme pour pointer du doigt, ou peut-être pour autre chose. Lucas s'est mis instinctivement devant moi. Je ne vous le redemanderai pas, a dit Lucas, sa voix n'étant plus polie du tout. Partez, maintenant, ou j'appelle la police. La police? Julien a ri. Pourquoi une conversation privée? Pour harcèlement, pour violation de propriété. Julien a compris qu'il n'obtiendrait rien, pas par la force, pas avec Lucas là. Son expression a changé, il est devenu calculateur. Très bien, a-t-il dit. Il a reculé d'un pas. Je vois, tu as fait ton choix, Amélie, et tu choisis, ça. Il a fait un geste dédaigneux vers Lucas et l'appartement. Mais ne t'inquiète pas, quand ce charme se sera dissipé, quand tu te réveilleras et que tu réaliseras ce que tu as perdu, ne viens pas me chercher, parce que moi, je ne serai plus là pour te sauver. Je n'ai jamais eu besoin que tu me sauves, Julien. J'avais besoin que tu me choisisses, et tu ne l'as jamais fait. C'est ce mot. Choisir. Il a touché un nerf. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Chloé a joué sa dernière carte. Elle avait observé l'échange, ses yeux passant de Julien à moi. Elle m'a vu, debout à côté de Lucas, protégée, aimée. Elle a vu son emprise sur Julien menacée, non pas par une rivale en pleurs, mais par une femme indifférente. Alors elle a fait ce qu'elle faisait le mieux. Elle s'est effondrée. Julien, a-t-elle haleté, je ne peux pas respirer. Elle a porté sa main à sa poitrine. Ça recommence comme à l'hôpital. La lumière, ses yeux se sont révulsés. Elle a basculé en arrière, s'évanouissant dans un tas de soie contre la porte de l'ascenseur. « Chloé !» a crié Julien, la panique remplaçant instantanément sa colère. Il s'est retourné et s'est précipité vers elle. « Chloé, reste avec moi. Merde !» Il l'a prise dans ses bras. Elle était molle, sa tête retombant en arrière. C'était une performance de niveau olympique. Lucas et moi sommes restés sur le seuil, regardant la scène. Julien l'a soulevée. Il a jeté un regard par-dessus son épaule, un regard de haine pure. « C'est de ta faute, m'a-t-il craché. Si quelque chose lui arrive, c'est de ta faute. » Il a appuyé frénétiquement sur le bouton de l'ascenseur. « Elle a besoin d'air frais, ai-je dit, ma voix plate, vide d'émotion. Et peut-être d'un médecin qui n'est pas aveugle. « Tais-toi !» a-t-il hurlé, alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. « Tu es sans cœur !» Il a disparu dans la cabine avec son fardeau. La porte s'est refermée. Le silence est revenu. Seul le sifflement du bœuf bourguignon sur le feu se faisait entendre. Lucas a fermé la porte. Il a verrouillé le double tour. Il s'est appuyé contre la porte, soufflant longuement. « Waouh !» a-t-il dit. « Il est encore pire que ce que tu m'avais décrit. » Je tremblais. Maintenant que l'adrénaline retombait, mes jambes menaçaient de céder. Elle a simulé, ai-je dit. « Tu l'as vue, n'est-ce pas ?» Elle a simulé. « Oh, absolument, » a dit Lucas. « Une chute parfaite, pas un bleu. Elle a dû prendre des cours de théâtre. » Il s'est approché de moi. Il m'a prise dans ses bras. Je me suis blottie contre lui, respirant l'odeur de vin et de thyme sur son tablier. L'odeur de la maison. « Ça va aller ?» m'a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit, ma voix étouffée contre son épaule. Il ne reviendra pas ce soir. Il va passer la nuit à l'hôpital, à tenir la main d'une comédienne. Et samedi ?» a-t-il demandé. J'ai relevé la tête, j'ai regardé dans ses yeux inquiets. Samedi, ai-je dit, je vais épouser l'homme que j'aime. Rien ne changera ça. Il a souri. Bien, parce que le bœuf bourguignon a besoin de 2 heures de plus, et j'ai bien l'intention de le manger. Mais d'abord, il m'a soulevé comme Julien avait soulevé Chloé. Mais ce n'était pas par panique. C'était avec tendresse. Il m'a porté jusqu'au canapé. Il m'a déposé doucement.
Tu restes là, je nous resserre un verre, un grand. Il est retourné à la cuisine. J'ai regardé le plafond. La crêpe y était toujours collée. J'ai souri. La confrontation avait été brutale, mais elle avait solidifié quelque chose. Julien n'était plus un fantôme. C'était juste un homme faible, en colère et complètement aveuglé. Il ne me faisait plus peur. Il ne me faisait plus rien du tout. Le lendemain matin, la lumière qui filtrait à travers les grandes fenêtres de l'atelier avait un goût de cendre. Le bœuf bourguignon de la veille avait été délicieux. Nous l'avions mangé tard dans la nuit, assis sur le canapé, enroulés dans un plaid, parlant à voix basse. La confrontation nous avait épuisés, mais aussi étrangement soudés. Nous avions fait face à l'orage ensemble, et nous étions toujours debout. Mais ce vendredi, la veille de notre mariage, l'adrénaline était retombée, laissant place à une anxiété sourde. Lucas était parti tôt, prétextant une dernière vérification sur un chantier. Mais je savais qu'il me laissait de l'espace. Il m'avait embrassé longuement, son regard intense, entier. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, Amélie, souviens-toi de demain. Demain, c'est à nous. J'essayais de m'accrocher à cette promesse. Je travaillais sur mon ordinateur portable, installé à la grande table en bois de Lucas, tentant de finaliser la passation de mes dossiers pour l'agence de Julien. C'était une tâche désagréable, un dernier lien que je devais couper. Mon téléphone a sonné vers 10h, au rire. C'était Sophie. Je m'attendais à une question de dernière minute sur sa tenue ou l'heure de la mairie. J'ai décroché avec un sourire. « Salut, témoin, prête pour demain ?» Le silence à l'autre bout du fil était suivi d'un sanglot étouffé. Mon sourire s'est figé. « Sophie, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?»« Amélie ?» Sa voix était brisée. Il l'a fait. Le salaud, il l'a vraiment fait. « Fais quoi? De qui tu parles? De Julien? Je viens de recevoir un appel du service juridique de son groupe, » a dit Sophie, sa voix montant en colère et en panique. Ils rompent le contrat, le projet La Verrière. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai eu du mal à respirer. Le projet La Verrière était le plus gros contrat que la petite agence de design d'intérieur de Sophie ait jamais signé. C'était le projet qui devait la lancer, et c'est moi qui le lui avais apporté, en insistant auprès de Julien pour qu'il donne sa chance à une entreprise plus jeune. Quoi? Mais pourquoi? Ils ne peuvent pas. Le contrat est signé. Rupture pour faute professionnelle grave, a dit Sophie en reniflant. Ils disent que mon associé principal, c'est-à-dire toi, avant que tu ne démissionnes, a fait preuve d'une instabilité émotionnelle et d'un comportement erratique qui compromettent la viabilité du projet. Ils disent en vrai qu'ils n'ont plus confiance en mon jugement, puisque c'est moi qui t'ai recommandé. J'ai fermé les yeux. C'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Ils n'attaquaient pas seulement ma réputation. Ils s'en servaient comme d'une arme pour détruire la vie de mon ami. « Sophie, je suis tellement désolée. »« Ce n'est pas ta faute !» a-t-elle crié. « C'est un monstre, un putain de monstre narcissique. Mais Amélie, c'est une catastrophe. Ce contrat représentait 60% de notre chiffre d'affaires pour l'année prochaine. Je vais devoir licencier. Je ne sais même pas si je vais pouvoir garder l'agence. » Elle a éclaté en sanglots. J'écoutais impuissante, le cœur brisé. C'était ma faute. J'avais sous-estimé sa cruauté. Julien ne se contentait pas de me récupérer. Il voulait me punir, il voulait me détruire, m'isoler, me prouver que sans lui, je n'étais rien, et que je ne ferais qu'attirer le malheur sur ceux qui m'entouraient. Je vais l'appeler, et je dis, ma voix tremblant de rage. Je vais tout arranger. Je vais lui dire que j'annule tout, que je reviens, s'il le faut. Mais il doit te rendre ce contrat. Non, a crié Sophie. N'y pense même pas, Amélie. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas le laisser gagner. Mais ta société, ma société, c'est mon problème. Je vais me battre. Je vais prendre un avocat. Je vais les traîner en justice. Mais toi, tu vas te marier demain. C'est le meilleur merde que tu puisses lui envoyer. Ne lui donne pas cette satisfaction, s'il te plaît. Mais Sophie, non. Promets-le-moi. Promets-moi que tu ne l'appelleras pas. Promets-moi que tu seras heureuse. Mes larmes coulaient sur l'écran de mon téléphone. Je te le promets. Bien, a-t-elle dit, reprenant une contenance. Bon, je dois appeler mon avocat. Je serai peut-être un peu en retard demain. J'aurai les yeux bouffis,
Mais je serai là, je t'aime. Je t'aime aussi. Elle a raccroché. Je suis restée assise dans le silence de l'atelier. La lumière du soleil me semblait obscène. Il avait gagné. Il avait réussi à gâcher la veille de mon mariage. Il avait réussi à injecter son venin dans mon bonheur. Je me sentais souillée et ensuyée. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler Lucas, mais je me suis arrêtée. Que pouvais-je lui dire? Mon ex vient de ruiner ma meilleure amie à cause de moi. Je ne voulais pas apporter ça dans notre journée. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message. Numéro inconnu. Non, pas inconnu. C'était le numéro de Chloé. Un numéro que j'avais bloqué, mais celui-ci était nouveau. Le message était une photo. Une photo d'elle, à l'hôpital. Elle était assise sur un lit, portant une blouse bleue. Elle avait l'air pâle, mais elle souriait faiblement à l'objectif. À côté d'elle, assis sur le bord du lit, se tenait Julien. Il lui tenait la main. Il ne regardait pas l'objectif. Il la regardait, elle, avec une tendresse inquiète. Sous la photo, un texte. Tu vois, Amélie, il y a des gens qui ont besoin de lui. Vraiment besoin. Il passe la journée ici avec moi pour s'assurer que mon cœur va bien après le choc que tu m'as causé. Il est si attentionné. Il m'a dit qu'il avait réglé le problème avec ton ami. Il a dit que les gens qui te soutiennent dans ta folie doivent en assumer les conséquences. Il fait ça pour me protéger et pour te protéger de toi-même. Il t'aime toujours, tu sais, mais il ne peut pas te laisser détruire tout le monde. Reviens à la raison. Laisse-le tranquille et laisse-nous tranquilles. J'ai fixé la photo. La manipulation était si grossière et pourtant si efficace. Elle n'était pas malade. Elle jouait la comédie. Et il la croyait. Il la croyait au point de ruiner la vie de Sophie, au point de croire qu'il me protégeait. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé. J'ai attrapé un coussin et j'ai crié dedans. Un cri de rage, de frustration, de chagrin. C'était injuste. C'était tellement injuste. Quand Lucas est rentré, il m'a trouvée exactement au même endroit. Assise dans la pénombre, l'ordinateur éteint. Il n'a pas allumé la lumière. Il s'est approché doucement. Amélie, il m'a vue trembler. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il demandé. Sa voix était basse, dangereuse. Je lui ai tout raconté. L'appel de Sophie, le contrat, la photo de Chloé. Il a écouté sans m'interrompre. Son visage s'est durci. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. C'est un lâche, a-t-il dit finalement. Il n'ose pas t'affronter directement. Alors, il attaque les gens que tu aimes. C'est ma faute, Lucas. J'ai entraîné Sophie là-dedans. Non. Il s'est agenouillé devant moi. Il a pris mes mains. Ce n'est pas ta faute. C'est la sienne. C'est le choix qu'il a fait. Il est le seul responsable de sa cruauté. Mais elle va tout perdre? Tu ne la connais pas si bien que ça, alors, a dit Lucas. Sophie est une battante. Elle va s'en sortir. Et nous l'aiderons. Après notre lune de miel, je lui proposerai de s'associer avec mon cabinet. Il y a plein de projets d'aménagement intérieur sur lesquels on pourrait travailler. On trouvera une solution. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Je l'ai regardé, étonné par sa générosité, sa rapidité à trouver des solutions. Ce soir, a-t-il continué, c'est notre soir, la veille de notre mariage, et je refuse de le laisser nous le voler. Il s'est levé. Je vais commander taille, et j'ai quelque chose pour toi. Il est allé vers son bureau, a ouvert un tiroir et en a sorti un petit paquet enveloppé de papier de soie. Ce n'est pas grand-chose, m'a-t-il dit. C'est juste pour ce soir. J'ai ouvert le paquet. À l'intérieur, il y avait un carnet de croquis relié en cuir souple et un seul crayon de graphite de très haute qualité. Je sais que tu as arrêté de dessiner quand tu as commencé à travailler pour lui, a-t-il dit doucement. Tu m'as dit que tu n'avais plus le temps, mais je vois comment tu regardes mes croquis. Je vois tes mains qui s'agitent quand tu parles d'une idée. Je ne veux pas épouser une chef de projet, Amélie. Je veux épouser une artiste. Je veux épouser la femme qui voit le monde en couleur et en forme. J'ai caressé le cuir. J'ai senti l'odeur du papier. Les larmes me sont montées aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de rage. C'étaient des larmes de soulagement. Il me voyait, vraiment. Julien avait voulu que je sois son assistante parfaite, son ombre efficace. Lucas voulait que je sois moi-même. Merci, ai-je murmuré. Nous avons mangé le curry-taille à même les boîtes, assis par terre. Nous n'avons plus parlé de Julien ni de Sophie.
Nous avons parlé de notre lune de miel en Italie, de la couleur que nous devrions peindre le mur du salon. Lentement, la tension m'a quittée. J'allais bien, nous allions bien. À minuit, alors que nous nous préparions à dormir, mon téléphone que j'avais oublié sur le canapé a vibré une dernière fois. Je l'ai regardé. Un message. De Julien. Cette fois, de son propre numéro. Il avait dû comprendre que Chloé m'avait contacté. Le message était court et glacial. Tu as jusqu'à demain matin, 9 heures, pour annuler ce cirque et t'excuser publiquement auprès de Chloé. Ne me force pas à te détruire complètement, Amélie. Je suis sérieux. C'est ta dernière chance. 9 heures, l'heure exacte de la cérémonie à la mairie. Je suis restée figée, le téléphone à la main. Lucas est sorti de la salle de bain. Il m'a vue. Il a vu mon visage. Il s'est approché, a lu le message par-dessus mon épaule. Son visage n'a montré aucune émotion. Il m'a doucement pris le téléphone des mains. Tu sais ce qu'on fait avec les ultimatums, Amélie ? Avant que je ne puisse répondre, il a appuyé longuement sur le contact de Julien. On bloque, a-t-il dit, en appuyant sur « bloquer ce contact ». Ensuite, il a maintenu le doigt sur le message. Et on supprime, a-t-il dit, en appuyant sur « supprimer ». Il a éteint le téléphone et l'a posé, écran vers le bas, sur la commode. « Il n'existe plus », a dit Lucas. « Demain, c'est juste nous. Maintenant, viens dormir. Tu dois être magnifique pour ton marié. » Il m'a prise dans ses bras et m'a conduite vers le lit. Je me suis endormie en respirant son odeur, l'odeur de la sécurité, l'odeur de la maison. Mais au plus profond de la nuit, je me suis réveillée en sursaut. J'ai cru entendre le son de l'interphone. Ce n'était qu'un rêve, mais je savais, avec une certitude glaçante, que ce n'était pas fini. Julien ne me laisserait pas partir si facilement. Le samedi matin est arrivé, baigné d'une lumière d'automne si claire qu'elle semblait irréelle. 9 heures. Nous étions à la mairie du 10e arrondissement. Ce n'était pas une grande cérémonie. Juste nous deux, les parents de Lucas, un couple charmant et chaleureux qui m'avait accueilli sans poser de questions, et Sophie. Sophie était là, les yeux un peu bouffis, comme elle l'avait prédit, mais elle portait une robe bleu vif et un sourire combatif. Elle m'a serré la main si fort que j'ai cru qu'elle allait la broyer. « Tu es magnifique », m'a-t-elle murmuré. « Cette robe, elle est parfaite. » Je n'avais pas remis la robe de mariée extravagante que j'avais découpée. J'avais acheté une simple robe en soie chiec couleur crème qui tombait avec fluidité. Lucas portait un costume en lin sombre, sans cravate. Nous étions nous-mêmes. J'avais passé la nuit dans les bras de Lucas, mais mon sommeil avait été agité. L'ultimatum de Julien résonnait dans ma tête. 9 heures. Quand nous sommes entrés dans la salle des mariages, une jolie pièce avec des boiseries anciennes, j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 9 heures moins 5. Mon cœur battait la chamade. Pas à cause du mariage, mais à cause de ce qui, je le savais, allait arriver. Lucas a senti ma tension. Il a pris ma main. « Je suis là », a-t-il dit simplement. « Quoi qu'il arrive, je suis là. C'est notre jour. » J'ai respiré profondément. Il avait raison. Nous nous sommes assis. Le maire, un homme à l'air bienveillant, a commencé son discours. Il parlait de l'engagement, de la construction d'une vie commune. J'ai regardé Lucas. Il me souriait. Toute ma peur s'est évaporée. C'était la bonne décision. C'était la seule décision. Et puis, les portes de la salle se sont ouvertes à la volée, avec un fracas qui a fait sursauter tout le monde. Il était là, Julien. Il n'avait pas l'air du PDG impeccable que je connaissais. Son costume était froissé, comme s'il avait dormi avec. Il n'était pas rasé. Ses yeux étaient injectés de sang fou. « Amélie !» a-t-il crié, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Le maire s'est arrêté de parler, la bouche bée. « Non !» a dit Julien en s'avançant dans l'allée. « Arrêtez ce cirque, immédiatement !» Les parents de Lucas se sont levés, l'air choqué. Sophie s'est mise devant moi, comme pour me protéger. « Julien, va-t'en !» ai-je dit, ma voix tremblant à peine. « Tais-toi !» a-t-il hurlé. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es malade, Amélie. Je te l'ai dit. Tu as besoin d'aide. Je suis venue te chercher. » Il s'est approché de moi. Lucas s'est levé et s'est placé calmement entre nous. Il n'a pas levé la voix. « Monsieur », a-t-il dit, d'un ton ferme et posé, « vous n'avez rien à faire ici. C'est une cérémonie privée. Veuillez partir ou j'appelle la sécurité. » Julien a ri. Un rire sec, méprisant. « Vous allez m'arrêter ? Vous ne voyez pas qu'elle vous manipule ? Elle m'a fait ça pendant 4 ans.
Elle est instable. Elle a besoin de moi. Il a essayé de contourner Lucas pour m'attraper. Amélie, viens, on rentre à la maison. C'est assez. Je suis à la maison, ai-je dit. Ma voix était claire maintenant. La peur avait disparu, remplacée par une colère froide. Ne la touchez pas, a dit Lucas, bloquant le passage de Julien. Écartez-vous, a grogné Julien, perdant tout contrôle. Il a poussé Lucas. Lucas n'a pas bougé, solide comme le chêne de ses dessins. Julien, frustré, s'est tourné vers moi et a réussi à m'attraper le bras. J'ai dit « Ça suffit !» Il m'a tiré si violemment que mon sac à main que je tenais à l'épaule a glissé. Ce même sac en toile que Chloé m'avait donné. Le sac qui contenait mon portefeuille, mes clés et les preuves de ma libération. Le sac est tombé au sol. Et tout s'est répandu sur le parquet ciré. Mon portefeuille, un tube de rouge à lèvres, mes clés d'appartement, et le petit carnet rouge, et la clé dorée ornée. Tout le monde s'est figé. Julien a regardé les objets au sol. Son regard s'est fixé sur le carnet rouge, puis sur la clé. Il les a reconnus. Je l'ai vu. L'arrogance s'est effacée de son visage, remplacée par une confusion totale. Il s'est penché lentement, comme dans un rêve, et a ramassé le carnet. Il l'a ouvert. Il a vu l'écriture de Chloé. Il a vu les listes. Jour 1, panique, gastrite. Jour 5, appel en pleurs. Semaine 3, simuler l'épuisement. Il a tourné les pages, son visage passant du rouge au blanc cireux. Il a vu la dernière page. Le mariage, le test final, s'il y va, tout recommencer. Puis il a ramassé la clé de l'appartement secret dans le marais. L'appartement que je n'étais jamais censé connaître. Où as-tu eu ça ? A-t-il murmuré, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Il a levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus de colère. Il n'y avait plus de PDG. Il n'y avait qu'un homme nu, exposé, terrifié. Il a compris. Il a compris que je savais tout. Pas par intuition, mais avec des preuves. Il a compris que Chloé n'était pas une victime. Elle était le bourreau. Et lui, il était son complice. Amélie, a-t-il commencé. À cet instant précis, une sonnerie de téléphone a retenti. C'était le téléphone de Julien. Il l'a sorti de sa poche machinalement. Le nom Chloé s'affichait. Il a décroché, le regard toujours fixé sur moi. « Julien, chérie ?» La voix de Chloé était claire dans le silence. « Alors, c'est fait, tu l'as ramené ? Dis-moi que tu l'as sorti de là. Je ne me sens pas bien, j'ai besoin de toi. » Julien a regardé son téléphone. Il a regardé le carnet dans son autre main. Il m'a regardé. C'était comme si le monde entier s'était arrêté. Il a vu la note que j'avais laissée dans le carnet, celle que j'avais écrite il y a des semaines et que j'avais oubliée. Un seul mot sur un post-it collé à la couverture. Merci. Il a compris. Merci pour lui avoir enfin ouvert les yeux. Le son de la voix de Chloé continuait de crépiter. Julien, pourquoi tu ne réponds pas ? C'est elle ? Elle est avec toi ? Lentement, j'ai ramassé mes affaires. J'ai laissé le carnet et la clé à ses pieds. Je n'en ai plus besoin, ai-je dit doucement. Je me suis retournée vers Lucas. Il me regardait avec une tristesse et un amour infini. J'ai pris sa main. Monsieur le maire, ai-je dit, ma voix forte et stable. Voulez-vous bien continuer, s'il vous plaît ? Mon mari m'attend. Le maire, reprenant ses esprits, a hoché la tête. Oui, bien sûr. Où en étais-je ? Ah oui. Julien n'a pas bougé. Il était figé, une statue de honte, le téléphone toujours collé à son oreille, écoutant la voix paniquée de Chloé. « Lucas, consentez-vous à prendre pour épouse Amélie, ici présente ? » ?»« Oui, a dit Lucas, ses yeux ne quittant pas les miens. »« Amélie, consentez-vous à prendre pour époux Lucas, ici présent ? » J'ai regardé Julien une dernière fois. Il avait l'air si petit. Je me suis retournée vers l'homme que j'aimais. « Oui, ai-je dit, je le veux. Vous pouvez embrasser la mariée. » Et Lucas m'a embrassée. Ce n'était pas un baiser passionné ou désespéré. C'était un baiser de promesse, un baiser qui avait le goût de la maison. Quand nous avons rompu l'étreinte, Julien était parti. Il n'avait pas fait de bruit. Il s'était juste évaporé, laissant derrière lui le petit carnet rouge et la clé dorée, gisant sur le sol comme les débris d'une vie antérieure. Sophie pleurait, mais cette fois, c'était de joie. Lucas m'a pris la main. « Prête, Madame Valois ?» J'ai souri. Plus que jamais. Nous sommes sortis de la mairie.
Le soleil d'octobre était chaud sur mon visage. C'était le premier jour du reste de ma vie. Nous sommes partis pour l'Italie le soir même. Pas de grande réception. Juste un dîner simple avec les parents de Lucas et Sophie dans un petit restaurant que Lucas aimait. Un restaurant où la nourriture était honnête et l'ambiance chaleureuse. Pendant le dîner, Sophie a levé son verre. À Amélie, a-t-elle dit, sa voix pleine d'émotion, qui a traversé l'enfer et en est ressortie, mariée à un homme qui n'est pas un monstre narcissique. Je suis si fière de toi. Les parents de Lucas ont ri, et son père a ajouté, et à Lucas, qui a enfin trouvé quelqu'un d'assez intelligent pour comprendre ses dessins d'arbres. Lucas m'a souri par-dessus son verre de vin, et dans ce simple regard, il y avait toute la sécurité du monde. Nous avons pris un vol de nuit pour Rome. Je me suis endormie avant même le décollage, ma tête sur l'épaule de Lucas. C'était la première fois en 6 mois que je dormais d'un sommeil sans rêve, un sommeil profond et réparateur. Quand je me suis réveillée, le soleil se levait sur l'Italie. Notre lune de miel n'était pas luxueuse, au sens où Julien l'aurait entendu. Pas de suite à 5 étoiles, pas de voiture avec chauffeur. Nous avions loué un petit appartement à Trastevere, avec une terrasse couverte de bougainvilliers. Nous avons passé nos journées à marcher. Nous marchions sans but, main dans la main, nous arrêtant pour manger des cacio et pepe dans des trattorias familiales, buvant du café debout au comptoir comme les locaux. Lucas dessinait. Il s'asseyait sur les marches d'une piazza et dessinait les fontaines, les vieilles femmes qui bavardaient, les chats qui dormaient au soleil. Et moi, je le regardais. Je réalisais que pendant 4 ans, je n'avais jamais vraiment vu Julien. Je l'avais géré, je l'avais anticipé, je l'avais craint, mais je ne l'avais jamais simplement regardé en paix. Avec Lucas, tout était simple. Un après-midi, alors que nous étions assis près du Panthéon, il m'a regardé et m'a dit « Tu sais, tu souris différemment maintenant. » « Comment ça ? Quand je t'ai rencontré, a-t-il dit en rangeant son carnet, ton sourire était une défense. Et c'était quelque chose que tu mettais entre toi et le monde. Maintenant, il commence par tes yeux. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris sa main. Il avait raison. J'avais l'impression de réapprendre à respirer. L'air romain semblait plus dense, plus riche que l'air de Paris. Le 3e jour, mon téléphone a sonné. C'était Sophie. J'ai hésité. Une partie de moi ne voulait pas savoir ce qui s'était passé après notre départ. Lucas l'a vu. « C'est bon, a-t-il dit. Tu peux répondre. Nous ne fuyons pas. Nous sommes juste en vacances. » J'ai répondu. « Salut, Soph. » Alors, Madame Valois. Sa voix était pétillante. « Comment est l'Italie ?»« Parfaite, calme. Et toi, comment était l'après-spectacle ?» Sophie a ri, un rire bruyant. « Oh, ma chérie, tu as raté la meilleure partie. C'était shakespearien. Non, c'était mieux. » Je me suis assise sur le rebord de la fontaine. « Raconte-moi. »« D'accord. Alors, tu es partie. » Le maire a conclu. Les parents de Lucas et moi, on s'est regardés. Genre, qu'est-ce qui vient de se passer ? Et Julien, il était toujours là, figé, le téléphone toujours à son oreille. Chloé était toujours en ligne. Oh oui, elle criait. On l'entendait d'où j'étais. Julien, réponds-moi. Tu es où ? Pourquoi tu m'as fait ça ? C'était devenu désespéré. L'anxiété n'était plus simulée, je peux te le dire. Et lui, il est resté là pendant une bonne minute, a poursuivi Sophie. Puis il a regardé le carnet rouge à ses pieds. Il l'a ramassé. Il l'a serré dans sa main, si fort que ses jointures sont devenues blanches. Puis il a raccroché au nez de Chloé. Juste comme ça. Clic. Et il est parti. Pas tout de suite, il nous a regardés, les parents de Lucas et moi. Il avait l'air brisé, pas en colère, pas triste, juste vide, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Il a murmuré « pardon » et il est sorti en chancelant. C'était presque triste à voir. « Presque », ai-je répété. « Exactement, presque. » Nous sommes restés silencieuses un moment. « Et ensuite ?» ai-je demandé. Ensuite, les choses sérieuses ont commencé. Je suis retournée au bureau lundi. Julien n'était pas là. Personne ne savait où il était. Il avait envoyé un email à 1h du matin au conseil d'administration, disant qu'il prenait un congé sabbatique pour raison de santé. Immédiat. Quoi ? J'étais choquée. Julien ne prenait jamais de congé. Jamais. Parti, disparu, l'Empire est en roue libre. C'est la panique totale là-bas.
Une partie de moi aurait dû se sentir coupable. L'entreprise était aussi ma vie, mais je ne ressentais rien. Et Chloé? Sophie a pris une grande inspiration. Ah, Chloé, c'est là que ça devient intéressant. Elle a dû paniquer quand il lui a raccroché au nez. Paniquer est un faible mot. Apparemment, elle s'est pointée à l'appartement de Julien le samedi après-midi. Elle a tambouriné à la porte pendant 1 heure et 1 heure. Les voisins ont failli appeler la police. Finalement, Julien a ouvert. Comment tu sais tout ça? La concierge de l'immeuble de Julien et la cousine de ma manucure, a dit Sophie fièrement. Paris est un village. Et alors? Alors, Julien a ouvert. Il tenait le carnet rouge, il n'a pas dit un mot. Il lui a juste jeté le carnet à la figure et il a claqué la porte. Mon Dieu! Attends, ce n'est pas fini. Chloé est devenue folle. Elle a hurlé dans le couloir. Elle a crié qu'il lui avait tout promis, qu'il l'aimait, qu'il ne pouvait pas lui faire ça. Elle a menacé de se tuer. Puis, quand ça n'a pas marché, elle a menacé de le tuer. Sophie a marqué une pause. Amélie, la concierge a dit que ce n'était plus la petite chose fragile. C'était de la haine pure. La vraie Chloé. Quand elle a réalisé qu'elle avait perdu, le masque est tombé, complètement. Où est-elle maintenant? Partie. Elle a vidé l'appartement secret du Marais. Elle a disparu en même temps que Julien. Personne ne sait où ils sont. Mais ils ne sont pas ensemble. Ça, c'est sûr. J'ai fermé les yeux, laissant le soleil italien réchauffer ma peau. Je n'ai pas ressenti de triomphe, ni de joie. J'ai ressenti une immense, profonde pitié. Quelle vie gâchée, la sienne, la mienne pendant 4 ans. Amélie, tu es là? Oui, je suis là. Merci de m'avoir appelée, Soph. Pas de problème. Alors, maintenant que le drame est terminé, que vas-tu faire? Revenir au bureau et prendre la place du roi? J'ai ri. Un vrai rire venu du ventre. Non, je ne crois pas. Je t'ai envoyé ma lettre de démission ce matin. Je l'ai écrit hier soir. Quoi? Mais, Amélie, c'est ta chance. Tu peux tout diriger. Je ne veux pas diriger l'empire de Julien, ai-je dit doucement. Je veux construire le mien. Ou peut-être juste vivre. Je ne sais pas encore. J'ai regardé Lucas, qui était maintenant en train d'expliquer son dessin à un groupe d'enfants italiens fascinés. Je crois que je vais prendre un peu de temps, ai-je dit. Juste être. Eh bien, a dit Sophie, sa voix s'adoucissant. Tu l'as mérité. Profitez bien de l'Italie. Et ne reviens pas sans un limoncello pour moi. Promis. J'ai raccroché. Lucas s'est approché et s'est assis à côté de moi. Des nouvelles du front? C'est fini, ai-je dit. C'est vraiment fini. Il a passé son bras autour de mes épaules. Je n'en ai jamais douté. Nous sommes restés là un long moment, à écouter le bruit de l'eau de la fontaine et les rires des enfants. Nous sommes rentrés à Paris 1 semaine plus tard. Notre petit appartement du canal Saint-Martin n'avait jamais semblé aussi accueillant. Il sentait la térébenthine, le café frais et le bois de chêne. Il sentait la maison. Ma démission avait été acceptée sans un mot. Mon bonus de projet, cependant, avait été versé. Julien, même dans sa fuite, avait gardé ce dernier morceau de professionnalisme. Ou peut-être était-ce sa façon de payer pour sa conscience. Je m'en fichais. L'argent était sur mon compte. Lucas travaillait sur une nouvelle commande importante. Une série d'installations pour un hôtel de luxe à Kyoto. Et moi, pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais rien à faire. Au début, c'était terrifiant. Je me réveillais à 6 heures du matin, prise de panique, pensant que j'étais en retard pour une réunion. Puis, lentement, je me suis détendue. J'ai commencé à marcher dans Paris. Pas le Paris des affaires, mais le Paris des gens. J'allais au marché. J'achetais des fleurs. Je lisais des livres dans le parc. Un matin, 2 mois après notre mariage, je me suis retrouvée à Saint-Germain-des-Prés. J'étais devant la vitrine de la petite galerie d'art contemporain que j'avais toujours aimée, celle que je m'étais toujours dit que je visiterais un jour quand j'aurais le temps. J'avais le temps. Je suis entrée. La galerie était petite, nichée entre une librairie ancienne et un chocolatier. L'air à l'intérieur était calme, sentant la peinture à l'huile et le bois ciré. Une femme plus âgée, aux cheveux argentés coupés courts et aux lunettes d'architecte, leva les yeux de son bureau lorsque je suis entrée. « Bonjour, dit-elle. Sa voix était grave mais chaleureuse. « Bonjour, je ne fais que regarder. Bien sûr, prenez votre temps.
C'est l'exposition de Hélène Dubois. Des paysages abstraits. Je me suis promenée lentement. L'étoile était magnifique. Elle n'essayait pas de représenter la réalité, mais le ressenti de la réalité. Il y avait une toile en particulier, un grand carré de bleu profond et de gris tourmenté, avec une seule ligne brillante de jaune au centre. Elle s'intitulait « Après l'orage ». Je suis restée devant elle pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je ne regardais pas une peinture, je regardais mon âme des 6 derniers mois. « Elle vous parle », dit la femme en s'approchant doucement. « Elle... oui, elle le fait », ai-je murmuré. « Je suis Élise, la propriétaire. » Amélie Valois. C'était la première fois que je me présentais avec mon nouveau nom dans un contexte professionnel. C'était bon. Vous travaillez dans l'art, Amélie? Non, je travaillais dans la gestion de projet, haut niveau, mais j'ai démissionné. Je cherche quelque chose de différent. Élise a hoché la tête, son regard perçant. Vous avez l'œil, mais vous avez aussi l'air de quelqu'un qui sait comment faire tourner les choses. La plupart des gens qui aiment l'art ne savent pas gérer un budget. Et la plupart des gens qui gèrent un budget ne ressentent pas l'art. Elle a souri. C'est une combinaison rare. Je suppose, ai-je dit. Je n'y avais jamais pensé comme ça. J'ai 60 ans, Amélie. Je cherche à ralentir. Mais cette galerie est toute ma vie. J'ai besoin de quelqu'un pour prendre le relais. Quelqu'un qui a une âme d'artiste, mais un cerveau de gestionnaire. Vous venez de me dire que vous avez démissionné d'un poste à haut niveau. Vous avez probablement un filet de sécurité. J'ai été surprise par sa franchise. Oui, j'ai de quoi tenir un moment. Bien, parce que je ne peux pas vous payer ce que vous gagnez avant. Pas au début, mais je peux vous offrir quelque chose de mieux. Elle a fait un geste vers les peintures. Je peux vous offrir ça. La chance de passer vos journées entourées de beauté et de la vendre, de connecter ces pièces avec les gens qui en ont besoin. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je cherche une directrice adjointe, qui deviendra directrice d'ici 1 an si elle fait l'affaire. Le salaire est ridicule, le travail est épuisant, et c'est le meilleur job du monde. Ça vous intéresse? Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas fait de tableau Excel mental. Je n'ai pas pesé le pour et le contre. J'ai juste ressenti. Oui, ai-je dit. Oui, ça m'intéresse. J'ai commencé le lundi suivant. Les 6 mois qui ont suivi ont été les plus difficiles et les plus heureux de ma vie. Élise avait raison. Le salaire était ridicule. Le travail était épuisant. Je faisais tout. La comptabilité, le marketing sur les réseaux sociaux, décrocher les toiles, réconforter les artistes en crise et même nettoyer les toilettes quand c'était nécessaire. Mais chaque matin, je me réveillais excitée à l'idée d'aller travailler. Je rentrais à la maison fatiguée, mais d'une bonne fatigue. Une fatigue pleine. Lucas et moi dînions ensemble tous les soirs. Parfois, nous parlions de nos journées. Parfois, nous étions assis en silence, lisant, lui dessinant. Notre amour n'était pas fait de grands feux d'artifice. Il était fait de la chaleur constante d'un foyer. C'était un amour d'adulte, calme, profond et inébranlable. Ma vie avait trouvé son rythme. Un soir de printemps, presque 1 an après mon mariage, je rentrais tard de la galerie. Nous préparions un vernissage important. Il pleuvait, une de ces pluies fines et froides qui pénètrent jusqu'aux os. J'ai décidé de couper par le pont des Arts pour rejoindre le métro. Le pont était presque désert, sauf pour quelques touristes, courageux et un homme. Il était debout, immobile, au milieu du pont. Il regardait la Seine. Il portait un long manteau sombre, mais il ne tenait pas de parapluie. La pluie collait ses cheveux sur son front. Il y avait quelque chose dans sa posture, une immobilité si totale qu'elle en était troublante. En m'approchant, mon cœur a ralenti. Je l'ai reconnu. C'était Julien. Il avait changé, terriblement changé. L'homme qui se tenait là n'était plus le titan arrogant que j'avais connu. Il avait perdu du poids, beaucoup. Son manteau, autrefois taillé sur mesure, flottait sur lui. Mais ce n'était pas ça le plus choquant. C'était son visage. Il était vieux. Les lignes de son visage s'étaient creusées. Ses cheveux, autrefois poivre et sel, étaient maintenant presque entièrement blancs. Il ne m'a pas entendu approcher. Je me suis arrêtée à quelques mètres de lui. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait faire demi-tour et courir. Mais je n'étais plus cette personne. Je n'avais plus peur de lui. « Julien ?»
Ma voix était basse, à peine un murmure dans le bruit de la pluie. Il s'est retourné lentement. Quand il m'a vue, il n'y a eu aucune surprise, juste une infinie tristesse. Ses yeux, autrefois si perçants, étaient ternes. « Amélie » a-t-il dit. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Nous sommes restés là, sous la pluie battante, à nous regarder. « Tu vas bien » ai-je demandé. C'était une question stupide, mais c'est tout ce qui m'est venu. Il a eu un petit rire sec, sans joie. « Bien ? Non. Je ne crois pas que « bien » soit le mot. Il s'est retourné vers la Seine. « Je viens ici souvent. C'est calme. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? » « Rien. » Il a haussé les épaules. « Je lis. Je marche. Je pense. »« Tu as vendu l'entreprise » ai-je dit. Ce n'était pas une question. Je l'avais lu dans la presse financière il y a des mois. Il avait tout liquidé. « Je ne pouvais plus » a-t-il murmuré. Après avoir lu le carnet, ton carnet, je ne pouvais plus être cet homme, mais je ne savais pas qui d'autre être. Et Chloé ? J'ai demandé, non par jalousie, mais par une sorte de nécessité clinique, pour clore le dossier. Son visage s'est durci. Partie, le jour même. Elle a appelé en hurlant. Elle m'a menacée. Puis elle a essayé de me poursuivre en justice. Elle a dit que je lui avais promis le mariage, que je l'avais corrompu, mais elle n'avait aucune preuve. Non, elle n'avait rien, sauf ce que je lui avais donné. Quand l'argent s'est épuisé, elle a disparu. J'ai entendu dire qu'elle était en Suisse, avec un autre homme, riche, plus âgé. Il a secoué la tête. Elle n'a jamais été malade, n'est-ce pas ? Je veux dire pas comme elle le disait. C'était différent. C'était une arme, Julien, ai-je dit doucement. Elle était malade, oui, mais sa maladie, c'était la manipulation. Et tu étais sa cible. Et toi, a-t-il ajouté, tu étais le dommage collatéral. J'étais l'obstacle, ai-je corrigé. Il m'a regardé à nouveau. La pluie dégoulinait de son visage. Je suis désolée, Amélie. Je sais que ça ne veut rien dire. Je sais que ça ne change rien. Mais je le suis. Il l'a dit sans emphase. Pas de drame, pas de larmes, juste un fait. Constaté. Et j'ai su qu'il était sincère. Il n'essayait pas de me récupérer. Il n'essayait pas d'obtenir l'absolution. Il énonçait simplement la seule vérité qui lui restait. J'ai regardé cet homme brisé, cette coquille vide de l'homme qui m'avait presque détruite. Et je n'ai ressenti aucune colère, aucune haine, même pas de la pitié. J'ai ressenti rien. C'était la libération finale. Je sais, Julien, ai-je dit. J'ai fait un pas en arrière. J'espère que tu trouveras la paix. Toi, a-t-il dit, tu l'as trouvée. On le voit. Oui, ai-je dit. Je l'ai trouvée. J'ai continué mon chemin. Je ne me suis pas retournée. En arrivant au bout du pont, j'ai vu une silhouette qui m'attendait sous un porche, tenant un grand parapluie. C'était Lucas. Il avait dû sentir que j'étais en retard. Il était venu à ma rencontre. Il m'a vue, et son visage s'est illuminé de ce sourire calme qui était mon encre. Il n'a pas posé de questions sur mon retard. Il n'a pas demandé pourquoi mes cheveux étaient trempés. Il a juste ouvert le parapluie plus grand, m'a attiré contre lui, et a essuyé la pluie de ma joue avec son pouce. « Prête à rentrer à la maison ?» a-t-il demandé. J'ai levé les yeux vers lui. Plus que jamais. Nous avons marché ensemble, partageant le même parapluie, laissant le pont et l'homme qui s'y trouvait s'effacer dans la brume parisienne derrière nous. Nous avons quitté le pont des Armins dans la main, laissant derrière nous la silhouette courbée de Julien, un fantôme de mon passé qui n'avait plus de prise sur moi. Lucas n'a pas posé de questions. Il avait vu, il avait compris. Son silence était un réconfort, sa présence un bouclier. Nous sommes rentrés chez nous, notre chez nous, un appartement lumineux près du jardin du Luxembourg, rempli de ses croquis, de mes livres et de l'odeur du café frais. C'était un sanctuaire de paix. Les 2 mois suivants ont été un tourbillon, pas un tourbillon de drame, mais de vie. La galerie L'Instant se préparait pour son premier grand vernissage de la saison. C'était mon projet. J'avais passé des semaines à coordonner les artistes, à préparer le catalogue, à gérer la logistique et la presse. J'étais épuisée, mais c'était une fatigue saine, une fatigue née de la passion. Le soir du vernissage, la galerie était bondée. La lumière douce éclairait les toiles et les sculptures.
Les gens discutaient, un verre de vin à la main, l'air vibrant d'une énergie créative. Lucas était à mes côtés, élégant dans un costume simple, ses yeux fiers ne me quittant pas. Sophie était là aussi, rayonnante, me faisant un clin d'œil complice depuis l'autre bout de la pièce. « Amélie, c'est un triomphe !» m'a murmuré Monsieur Dubois, le propriétaire de la galerie, en me tendant une coupe de champagne. « Je n'ai pas vu une telle affluence depuis des années. Vous avez un œil, et plus que ça, vous avez une âme. » J'ai rougi de plaisir. Ce n'était pas le genre de compliment que Julien m'aurait fait. Lui aurait parlé de chiffres, de retour sur investissement. Monsieur Dubois parlait d'âme. Soudain, j'ai remarqué un petit attroupement dans le coin le plus calme de la galerie. Un couple âgé regardait avec une attention intense une toile en particulier. C'était Après l'orage, la toile que j'avais trouvée dans la réserve, celle qui m'avait tant touchée. Une mer déchaînée sous un ciel qui s'éclaircissait à peine. La femme s'est tournée vers moi, ses yeux brillants d'émotion. « Cette toile, elle est magnifique, elle parle, dit-elle doucement. » Son mari a hoché la tête. Nous aimerions l'acheter. J'ai ressenti un frisson. Elle vient d'être vendue, ai-je dit, en regardant le petit point rouge que je venais d'y apposer quelques minutes plus tôt, à la demande d'un collectionneur au téléphone. Oh, quel dommage, a regretté la femme. Mais l'artiste a d'autres œuvres, ai-je rapidement ajouté, la guidant vers une autre section. Le reste de la soirée s'est déroulé comme dans un rêve. Les critiques étaient élogieuses, les ventes dépassaient nos espérances. Mais mon esprit revenait sans cesse à cette toile. Après l'orage, elle avait trouvé un écho, elle avait trouvé sa place, tout comme moi. Vers minuit, la galerie s'est vidée. Sophie, Lucas et moi étions les derniers, assis sur les marches de l'entrée, fatigués mais heureux. Alors, Madame la directrice artistique, a lancé Sophie en riant, « Ça fait quoi d'être la nouvelle reine de la scène artistique parisienne ?» N'exagère pas, ai-je ri, posant ma tête sur l'épaule de Lucas. Je suis juste heureuse, c'est tout. Et Julien a demandé Sophie, plus bas. Plus de nouvelles ? Aucune, ai-je répondu calmement. Et c'est très bien comme ça. Lucas a resserré son étreinte autour de ma taille. Allons-y, ta reine a besoin de repos. Nous avons marché le long de la Seine, les lumières de la ville se reflétant sur le haut. Paris était si belle cette nuit-là. Ce n'était plus la ville de mes chagrins, c'était la ville de ma renaissance. Une semaine plus tard, un samedi matin paresseux, Lucas préparait le petit déjeuner. L'odeur des croissants chauds remplissait l'appartement. J'étais sur le canapé, en pyjama, triant le courrier. Facture, publicité et une enveloppe épaisse, couleur crème. Pas d'expéditeur. Juste le cachet d'un cabinet d'avocats prestigieux du 8e arrondissement. Mon cœur a manqué un battement. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, une lettre officielle et un chèque. La lettre était de Maître Valéry, l'avocat de Julien. Elle stipulait que la société de Julien avait été vendue. Une partie substantielle des bénéfices avait été transférée pour créer un fonds de dotation, un fonds destiné à soutenir les jeunes artistes émergents, un fonds qui serait géré par la galerie L'Instant. Le chèque était le premier versement annuel. Le montant m'a fait tourner la tête. Mais ce n'était pas ça le plus important. C'était la note manuscrite, glissée avec la lettre sur un simple papier blanc. Ceci n'est pas un pardon, c'est une réparation, pour le projet que j'ai détruit, et pour l'artiste que j'ai failli détruire. J'espère qu'avec cela, vous pourrez aider ceux que je n'ai pas su voir. J. Je suis restée immobile, la lettre à la main. Ce n'était pas de l'absolution. Ce n'était pas une tentative de retour. C'était une fin, une reconnaissance. Une tentative maladroite et coûteuse à tous de racheter ce qui ne pouvait pas être racheté, mais le geste était là. Amélie, tout va bien. Lucas était devant moi, un plateau à la main. Il a vu mon visage, la lettre. Il l'a prise, l'a lue rapidement. Son expression est restée neutre. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» m'a-t-il demandé. Nous ne sommes pas obligés d'accepter. J'ai regardé le chèque. J'ai pensé aux jeunes artistes talentueux qui luttaient, à tout le bien que cet argent pourrait faire. J'ai pensé à Monsieur Dubois, à la galerie. C'est de l'argent, ai-je dit lentement. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est ce qu'on en fait qui compte. Et ce n'est plus son argent. C'est le fond de la galerie. J'ai pris la lettre de Julien. Je l'ai pliée calmement.
Je suis allée à la cuisine et je l'ai jeté dans la poubelle de recyclage. Puis je suis revenue vers Lucas. Je l'ai embrassé. Les croissants vont refroidir, ai-je murmuré. Il a souri, ses yeux clairs brillants d'amour. Je sais. Nous nous sommes assis près de la fenêtre ouverte. Le soleil du matin inondait la pièce. Dehors, les bruits de Paris s'éveillaient. Après le petit déjeuner, Lucas a sorti son carnet de croquis. Il m'a regardé, un crayon à la main, cette expression concentrée que j'aimais tant. Ne bouge pas, a-t-il dit. Je suis restée immobile, une tasse de café entre les mains, le regard perdu vers le ciel bleu. Je n'étais plus après l'orage, j'étais le calme, j'étais la lumière. Sur son carnet, il n'a pas dessiné mon visage. Il a dessiné mes mains, jointes autour de la tasse. En dessous, il a écrit un seul mot, maison. J'ai souri. Je n'avais plus besoin de courir. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. J'étais enfin arrivée. J'étais à la maison,